Disons qu'on a un certain nombre de courtiers qui sont plus que ponctuels et même en avance, puisqu'on a déjà 80, plus de 80 personnes connectées. Alors, je ne le vois pas. Tu as participant en bas à droite. Ah non, je l'ai pas. Ah, tu l'as pas. Je l'avais hier. Ah si, participant, je l'ai. Bonjour à tous, bienvenue. Et malgré le nombre de participants déjà élevé dès les premiers instants, on va attendre jusqu'à 11h02 ou 11h03, histoire de donner un petit peu de marge à vos confrères avant de nous lancer. Beaucoup de visages et de noms, enfin de visages pas encore, mais de prénoms et de noms connus. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Claire. Bonjour Goulven. Bonjour Antoine. Tu les connais tous. Beaucoup d'entre eux. On a quand même pas mal d'échanges. Tiens, des participants inattendus. Bonjour Ezekiel aussi. Bonjour Ézéchiel. Bonjour Guillaume. Bonjour Christophe. Bon, je vais pas citer tout le monde. On est à plus de 100 participants, encore quelques instants, et on se commencera par se présenter, je pense, Xavier, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Oui. Peut-être le moment de rappeler le fonctionnement de ce genre de webinaire. L'idée, c'est qu'on fasse quelque chose de vivant, le plus vivant possible. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions en live sur la partie questions. Vous voyez, un onglet chat et un onglet questions. Donc si vous avez envie de nous questionner sur tous les points abordés, surtout n'hésitez pas. On va favoriser des échanges, je dirais, tout au long de la réunion, tout au fil, plutôt qu'un bloc de questions à la fin. Même si on aura probablement un petit peu de temps pour finir sur un set de questions, on préfère quelque chose de plus vivant. Donc n'hésitez pas surtout à nous poser vos questions. Et celui qui n'est pas en train de prendre la parole, je dirais, posera les questions à l'autre. Il est 11h02, je pense qu'on a laissé quelques instants de plus aux retardataires pour se connecter. Je pense on va avancer. Xavier, peut-être que je peux commencer par me présenter puisque j'ai la Bien parole. sûr. Vas-y, vas-y. Benjamin Mangel. Je suis responsable de l'équipe de souscription en France chez Stoic depuis 1 an et demi maintenant, et spécialisé en assurance cyber depuis quelques années. Euh, D'abord chez les grands comptes côté courtier, puis les ETI et maintenant aussi les entreprises de taille plus petite. Une équipe du coup de souscription chez Stoic de 3 personnes pour l'instant et bientôt 4. On aura des bonnes nouvelles à vous annoncer prochainement. Voilà pour moi. Xavier, je te laisse te présenter. Bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Xavier Marguinot, je suis le responsable de la ligne cyber pour l'international pour le groupe Tokyo Marine HCC. J'ai rejoint HCC il y a maintenant presque 8 ans. J'ai par le passé une expérience que j'appelle 3D puisque j'ai été dans une équipe de risk management, j'ai été courtier, donc je sais ce que c'est que d'être dans vos souliers et je suis maintenant du côté souscription. Je fais ça avec l'équipe d'une vingtaine de personnes pour tout l'international, c'est-à-dire le monde entier hors les États-Unis. Euh, et, et voilà. Et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc l'objet du rendez-vous, enfin du rendez-vous de cette discussion, de cet échange, de ce webinaire, je sais pas comment il faut l'appeler, c'est de vous parler un petit peu plus en détail de ce partenariat qui vous a probablement pas échappé entre Tokyo Marine et Stoic, qui est rentré en vigueur, je dirais, sur la deuxième partie de l'année 2023 et qui court depuis, et je l'espère pour très longtemps encore. Donc l'idée, c'est de vous donner un petit peu plus de vision sur ce rapprochement, sur les raisons qui nous ont poussés à travailler, à collaborer.
Donc on va l'un et l'autre vous partager comme ça notre vision du partenaire et de la cohérence de ce partenariat. Et puis dans un second temps, on ira encore plus loin dans cette explication, puisqu'on essaiera de vous présenter très concrètement dans notre quotidien, dans l'évaluation du risque des ETI, comment est-ce qu'on partage une vision commune et une méthodologie, de façon à vous donner plus de vision à vous, courtiers, qui êtes confrontés à l'un, à l'autre au quotidien, et pour que vous voyez cette ligne directrice qui joint nos lignes de souscription. Puis on terminera, comme on le disait, si vous avez des questions à la fin, complémentaires, par cet échange plus fluide entre vous et nous. Xavier, quelque chose à ajouter ou on avance comme ça? Non, ça me paraît très bien, l'agenda est très clair, allons-y. Donc, première partie, comme on vous le disait, des regards croisés sur cette collaboration, qu'on a essayé de structurer au travers de questions que vous devez certainement vous poser. La première que je te pose, Xavier, pourquoi Tokyo Marine HCC et comment finalement vous avez décidé de travailler avec nous, avec Stoic? Très bien, merci Ben. Pour expliquer ce choix, il faut d'abord que j'explique le challenge qui s'offrait à nous. Il fallait qu'on trouve un moyen, chez Tokyo Marine HCC, on m'a demandé de trouver un moyen d'approcher le segment des petites entreprises. Je pense que dans ce métier, dans ce qu'on fait, et ça fait partie de notre ADN, je pense qu'il faut rester humble. Donc il faut savoir ce qu'on fait bien, qu'on sait faire, et aussi les choses qu'on ne sait pas faire ou qu'on fait moins bien que d'autres personnes. Et la réflexion et cette idée de partenariat, elle est venue de ça. Elle est venue du fait que on cherchait et on a simplement trouvé quelqu'un meilleur que nous sur le segment des petites entreprises. Il faut savoir, je pense, reconnaître quand les gens sont meilleurs que vous, quand ils ont des meilleures dispositions, un meilleur setup, des meilleures bases pour faire ça. Selon nous, et c'est la conclusion un petit peu de cette première question, mais Stoic était mieux équipé. On avait une vision alignée entre les deux entreprises, et je vais y revenir. Et l'approche était également complémentaire. Maintenant, pourquoi et comment on a choisi Stoic? On est passé par un process de sélection très spécifique. On a essayé d'être précis tout en restant objectif. Donc, ce qu'on a fait avec mon équipe, on a listé tous les éléments qui nous semblaient importants ou essentiels pour trouver un bon partenaire. On a établi, avant de commencer de regarder les potentiels candidats, on a établi une clé de pondération objective sur nos critères. Donc, on avait les critères A, B, C, D, E, F, et le A était plus important que le B. Donc, on a vraiment listé, on a vraiment réfléchi longtemps sur les éléments, les attributs qui étaient importants pour nous. Ensuite, nous avons analysé, audité, interviewé, et on a également travaillé sur des cas concrets avec une dizaine de candidats, de candidats potentiels. Et le résultat, c'est qu'après toute cette analyse qui nous a pris plusieurs mois, on a eu, comme diraient nos amis anglais, on a eu un crush sur Stoic, et on va en parler, on aura l'occasion d'en parler. Mais on a été séduit par les équipes, et avant tout, c'est une aventure humaine. On a été séduit aussi par la vision, également les investissements qui avaient été faits au niveau de la plateforme, qui est selon nous quelque chose d'unique sur le marché européen. Et également, on a apprécié cette vision proactive sur certains sujets, comme par exemple la réponse à incidents, cette partie éducative que propose la plateforme. Et pour finir, Benjamin, sur cette question-là, on a trouvé, après avoir fait tous ces interviews, on était en confiance et on était confortable avec le bon équilibre entre ambition et philosophie. Et quand je dis philosophie, c'est la vision de Stoic, mais également l'approche du risque. On s'est rendu compte, et c'était assez marrant de voir ça, on en a parlé souvent, Ben, qu'il y avait beaucoup de traits communs
également entre Stoic et HEC. Même si HEC, excusez-moi, même si HEC, pour le cyber, on est spécialisé dans les grands comptes à l'international, on a trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes. Donc il y avait ce pragmatisme, cette volonté d'être innovant, être centré sur les services. On pense, et on va en parler plus tard, que chez Stoic et chez HCC, on a cette volonté de se dire que l'assurance peut faire plus que juste le transfert du risque. On a autre chose à apporter. Donc voilà, en quelques mots, pourquoi Tokyo Marine HEC a été séduit et a décidé de faire ce partenariat avec Stoic. Mais c'est pas tout. C'est également Stoic qui nous a choisis et peut-être que tu veux dire quelques mots. Ouais, tout à fait. Je vais faire le même exercice dans l'autre sens, avec le prisme de Stoic. Et nous, je dirais que le choix et ce rapprochement, il a été structuré autour de quatre principaux points, quatre principales raisons. Déjà, il faut se remettre dans le contexte avant le partenariat. Un des premiers éléments, c'est qu'on cherchait un acteur solide, qui ait les reins solides financièrement, mais également l'expertise cyber et en cyberassurance, je dirais, qui soit déjà assise et ancrée. Donc Tokyo Marine HEC, qui est un acteur mondial parmi les leaders de la cyberassurance, avec toute l'expertise légale au niveau international, tout le réseau de distribution à l'international et l'expérience des grands comptes, des grands groupes et de risques qui sont plus complexes que des TPE d'un point de vue informatique et assurantiel, je dirais, représente parfaitement le type d'acteur sur lequel on savait vouloir s'appuyer dès le départ. Donc je dirais, de loin, déjà, on avait identifié que Tokyo Marine faisait partie des parce qu'il n'y a pas non plus foison d'assureurs cyber avec toutes ces caractéristiques-là, donc faisait partie des acteurs qui étaient complètement dans la cible potentielle. Ensuite, quand on s'est rencontrés, qu'on a commencé à discuter, on a rapidement compris la complémentarité des appétits. Au travers de différents points. La première, je dirais, c'est ce qu'on a tout de suite constaté, c'est la complémentarité dans la taille des cibles visées. Stoic étant spécialisé à l'époque sur le 0,250, aujourd'hui, comme vous le savez, on va jusqu'à 500 millions oula, les slides qui défilent, c'est pas volontaire. Ah si, c'est bon. Donc maintenant on va au-delà, mais on a tout de suite identifié la complémentarité dans les appétits de souscription, avec cette idée que on ne marche pas sur les plates-bandes l'un de l'autre, mais chacun a des appétits qui sont complémentaires l'un à l'autre. Mais en même temps, au-delà de cette complémentarité, on avait une vision commune, je pense, dans les appétits de souscription. C'est-à-dire dans les activités, les métiers et les niveaux de sécurité qui représentaient, je dirais, l'essentiel de notre appétit et notre volonté de souscrire. Donc on a vite compris qu'on était très à l'aise sur certains secteurs d'activité, avec des appétits forts sur du manufacturing, tout ce qui est industriel, tout ce qui va être wholesale, de la distribution. J'en passe, je vais pas vous décrire tous les appétits de souscription de Tokyo Marine et de Stoic, mais on était très à l'aise rapidement sur les mêmes sujets et très prudent sur également les mêmes points. Donc rapidement une vision commune qui s'est dégagée. Au-delà de ces appétits-là, on a très vite compris, et là peut-être que je vais paraphraser un peu ce que tu disais avant, Xavier, mais forcément si les regards sont croisés, c'est qu'il y a des points communs. Cette volonté de mettre le risque cyber et la gestion de ce risque-là au cœur du process de souscription. C'est-à-dire qu'on est dans une vision et dans une façon de souscrire l'assurance cyber où la technique et le cyber n'est pas une option, n'est pas parallèle, c'est le cœur même de l'étude, et c'est une volonté de mettre la technique au cœur du sujet. Chez Tokyo Marine, ça se concrétise par, comme chez Stoic, des experts cyber au cœur des équipes, dans les process de souscription, avec cette expertise technique qui est internalisée, et cette volonté de mettre le cyber au cœur de la démarche, au-delà de l'assurance cyber, pour être, je dirais, plus précis et meilleur. Donc ça, c'est le troisième point. Et le quatrième et dernier point, c'est je dirais, l'humain et la confiance qu'on a su créer du fait de cette vision commune. Xavier, on avait déjà eu l'occasion de travailler ensemble auparavant quand j'étais courtier. Je pense que ça a été la première base de confiance, je dirais, au départ. Et puis évidemment, toute l'équipe de Stoic a su, je dirais,
répondre aux attentes et aux besoins de Tokyo, donc, et inversement. Donc, il y a eu ce lien humain et cette confiance qui s'est rapidement créée. Donc voilà Tout à les fait. 4 raisons qui nous rapprochaient. En quoi est-ce qu'on a une vision similaire? On a commencé à en parler, hein, les deux sont un petit peu intriqués. Xavier, peut-être que tu peux donner un petit peu plus de détails sur ta vision de ce point. Oui, avec grand plaisir. On va se répéter un petit peu, mais on va essayer de détailler hein, ce qui a été mentionné avant. Et je pense que tu auras également les mêmes points. Pour moi, je vois 3 axes principaux qui sont dans la vision qui est similaire. Le premier, c'est que, et comme je l'ai mentionné, on est convaincu d'un côté comme de l'autre qu'on peut faire plus que le simple transfert de risque. On a plus à apporter, surtout sur un sujet comme le cyber. Donc il y a toute cette approche d'accompagnement, d'éducation, de vouloir investir aux côtés de nos assurés, d'aider aussi nos courtiers à évangéliser et convaincre des bienfaits de l'assurance cyber. Et on veut expliquer sur ce point-là précisément que l'assurance cyber est un rouage essentiel à toute stratégie de management du risque sur ce sujet-là. On veut être évidemment pertinent pour nos marchés, on veut aller plus loin, on veut définir aujourd'hui les besoins de demain. On essaye dans les deux, chez Stoic ou chez HEC, on essaye d'être proactif sur ces sujets. On veut comprendre les attentes. En même temps, on est d'accord pour être flexible parce qu'il faut s'adapter au marché, aux demandes. Et encore une fois, c'est important d'avoir cette vision internationale parce que les attentes sont généralement liées à des points culturels sont différents d'un pays à l'autre, mais on veut pouvoir donner plus. On a un petit côté idéaliste, je dirais, des deux côtés de la barrière. Le deuxième point pour moi, pardon, tu voulais dire quelque chose, Ben? Non, non, vas-y, je t'en prie. Le deuxième point pour moi, c'était l'approche du risque. On veut comprendre ce qu'on fait dans les deux entreprises et on veut donner du sens à ce que l'on fait. Quand on fait une analyse de risque, que ce soit chez Stoic ou chez HCC, on va le voir dans la troisième partie de cette discussion, on a un process, une méthodologie bien définie parce qu'on veut comprendre, on veut pas louper quelque chose. Et c'est pas parce que le marché va à droite qu'on va aller à droite. D'abord, on veut comprendre. Et très honnêtement, dans le process de sélection dont on parlait juste avant, voir ça chez Stoic a été un élément essentiel dans notre choix. On était en phase on parlait avec des personnes qui voulaient comprendre, qui voulaient s'instruire, qui étaient également humbles. On nous appelle très souvent des spécialistes du sujet, mais personne n'est spécialiste parce qu'on est sur un sujet qui est en constante évolution. Donc il faut toujours se remettre en question, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et on a vu ça chez Stoic. Et c'est quelque chose qui est dans notre ADN chez HCC, et donc c'est également une des similarités. Et dernier axe que je vois, c'est on a une volonté. Alors c'est déjà en place chez HCC. C'était un point stratégique dans le développement de notre portefeuille qu'on fait avec l'équipe cyber ici. Mais on est conscient qu'il faut un développement géographique et également dans différents segments et sur différents secteurs industriels pour pouvoir, comme on dit en anglais, excusez-moi de cet anglicisme, mais faire du de-risking, c'est-à-dire avoir une meilleure distribution du risque sur le portefeuille et pouvoir aussi proactivement limiter ou contrecarrer certains effets systémiques du risque. Et on a vu cette volonté chez Stoic de, effectivement, marché national au début, c'est la France, mais il y a cette volonté de s'étendre et d'apporter cette solution qui est, encore une fois, je pense, unique chez Stoic dans différents pays. Voilà les similitudes que j'ai vues de mon côté. Est-ce que tu en as d'autres à ajouter, Ben? Non, je pense qu'entre la première partie de ma réponse tout à l'heure et ce que tu as complété, je pense qu'on a fait le tour de notre vision commune et de notre façon de travailler. Je suis complètement aligné évidemment avec ce que tu dis.
ce que vous avez, n'hésitez pas surtout à nous poser des questions par rapport à ce partenariat, hein. On va passer à des choses plus concrètes, le quotidien du partenariat et la stratégie de souscription. Donc, si vous avez des remarques, des questions par rapport à votre vécu de courtier au quotidien ou avec l'un, avec l'autre, surtout, n'hésitez pas à participer. Sinon, on passera à des choses à je dirais une explication et une présentation Tout à fait. de notre quotidien sur les dossiers entre Tokyo Marine et Stoic. Est-ce que tu veux... Ah tiens, on a une question de Diego concernant la répartition des dossiers entre 250 millions et 750 millions. Xavier, tu veux en toucher un mot? Oui, bien sûr. Donc, la question, c'est qui saisir sur les affaires entre 250 millions et 750 millions de revenus. En fonction de certains courtiers, parce qu'on travaille déjà avec certains courtiers. Alors, excusez-moi, je reprends. De 250 millions à 500 millions, Stoic. De 500 millions à 750 millions, si vous n'avez pas déjà un lien fort avec Tokyo Marine HTC, sur ces dossiers, sur les dossiers cyber, allez également vers Stoic. C'est la raison, la réponse la plus simple. J'aurais pas dit mieux, c'est ce qu'on s'est dit. Dans tous les cas, on est en communication constante, on échange régulièrement entre les équipes. Benjamin est en communication régulière avec Ézéchiel et Stéphanie, qui sont nos deux spécialistes de la souscription sur le marché français, et ils se parlent de manière quotidienne pour savoir qu'est-ce qui se passe et pour échanger sur différents sujets techniques. C'est la transition parfaite entre la question de Diego et le point concernant notre quotidien. On a des échanges très fréquents pour savoir exactement les dossiers qui arrivent d'un côté et de l'autre, pour justement se répartir les dossiers, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant des dernières évolutions des appétits côté Stoic à la hausse et de la confiance qui se crée côté Tokyo Marine. Parfois, il arrive que certains courtiers tentent de placer des risques de petite taille en dessous des appétits de Tokyo Marine chez Tokyo Marine, qui nous les adressent, et inversement. Donc on travaille, je dirais, en bonne Exactement. intelligence, simplement. Donc si vous adressez un dossier d'un côté, sachez que voilà, il y a cette communication qui est saine, et je dirais, cette collaboration qui fonctionne de façon quotidienne. Exactement, c'est un vrai partenariat. Il n'y a pas de concurrence entre les deux entités. On est toujours en rodage. C'est un partenariat qui est neuf. Et d'ailleurs, c'est peut-être la transition pour la dernière question de cette première partie. On est en train d'améliorer les choses. Donc, il n'y a pas de problème. Si vous envoyez quelque chose, ça sera redirigé directement aux équipes de Stoic et vice-versa. D'ailleurs, si je peux me permettre une petite analogie et pour répondre au troisième point, comment ça fonctionne au quotidien, j'ai envie de faire un petit peu, si vous me permettez, l'analogie du couple. C'est une relation naissante. Donc, on est toujours on essaye de mieux se connaître, mieux se comprendre. On observe aussi comment l'autre réagit des deux côtés. Ben a dit quelque chose de très important, c'est que c'est une relation qui est saine, puisque d'un côté comme de l'autre, il y a la culture du feedback, donc du retour d'expérience. Donc, on se dit les choses. On sait que tout n'est pas parfait, mais on a la volonté des deux côtés d'améliorer les choses. Donc, ça ne peut aller que vers du meilleur. Et pour le moment, il y a beaucoup de choses qu'on discute ensemble. L'idée, quand on commence à mieux se connaître aussi, c'est d'évoluer vers une marge de manœuvre totale, plus grande pour Stoic, quand la confiance et les habitudes seront pleinement instaurées. Et on est sur la bonne voie parce que ça se passe très bien avec les équipes sur les dossiers. Exactement, j'aurais pas mieux dit. En général, on partage la même vision du risque et la même posture à avoir face à ce risque-là. On adapte quelques conditions potentiellement de temps en temps, mais ça reste marginal et on est aligné. Alors, Jean-Charles Triplet nous dit qu'il n'entend que moi. J'espère que vous êtes le seul et que tout le monde entend Xavier. N'hésitez pas à mettre un mot là-dessus parce que effectivement, c'est problématique si vous manque la moitié de l'explication. Mais toi, tu m'entends, hein, Ben? Moi, je t'entends parfaitement, bien sûr.
Ok. Bon, ça semble OK. Merci On Diego. a, Merci. pardon. On a également une question, Ben, qui dit, autrement dit, tout passe par Stoic, sauf si nous avions déjà des relations avec Tokyo Marine. C'est bien cela? Oui, c'est cela. Si vous travaillez déjà avec l'équipe cyber de Tokyo Marine HCC International, n'hésitez pas à nous contacter. Dans tous les cas, on fera le tri et on renverra à Stoic. Mais sinon, vous pouvez contacter directement les équipes de Stoic. Voilà, donc ça c'est pour le côté souscription et côté sinistre, il y a une équipe de gestion de sinistre côté Stoic et côté Tokyo Marine HCC. Est-ce que tu veux dire un mot? Moi j'ai plus de vision sur la souscription évidemment puisque je suis les deux mains dedans Oui, tous les jours. Sur les sinistres un petit peu moins. Tu veux en dire plus? bien sûr. Donc nous sommes basés, j'aurais peut-être pu le mentionner quand on a commencé le call, la discussion, excusez-moi. Une grande partie de mes équipes et moi-même, nous sommes basés à Barcelone. À Barcelone, nous avons une équipe sinistre qui gère l'international de 14 personnes, dont 9, 9 spécialistes des sinistres. Ils sont, on est, pour vous donner une idée, à Barcelone, et c'est la stratégie de HCC, on est un hub international. On a dans l'équipe, on est 180, 29 nationalités différentes, donc on parle un petit peu toutes les langues, et donc ça aide beaucoup pour la gestion des sinistres, parce que vous pouvez avoir des sinistres en France, mais avec des entités françaises qui ont chez vos clients des expositions à l'international. On est là pour y répondre. On a 9 personnes dédiées à ça, et on a une personne qui s'appelle Claire Sanders, qui est notre gestionnaire, qui lead la gestion des sinistres cyber. Elle est là pour coordonner les actions des différentes équipes, et elle travaille main dans la main avec les équipes Stoic. Stoic a le champ libre pour les sinistres, et à un certain moment, ils nous mettent également, ils nous tiennent toujours informés, mais ils nous mènent dans la boucle, pas pour qu'on juste pour qu'on puisse apporter notre expérience aux incidents. Voilà, on a reçu, pour vous donner une idée, pour vous donner quelques chiffres, on a reçu plus de 500 notifications sur les 6 dernières années dans notre portefeuille. On a payé un peu plus de 50 millions d'euros sur les dernières années également. Et au niveau du groupe, pour vous donner une idée, juste sur une année, si je prends une année au hasard, 2022 par exemple, et on est en train de toujours de compter, le groupe a payé plus de 250 millions d'indemnités sinistres juste en cyber. Donc voilà comment ça gère. Et on est, encore une fois, je l'ai mentionné au tout début, je suis convaincu, et je trouve ça génial que Stoic, dès le début, ait décidé d'investir dans des capacités de gestion des incidents en interne. C'est excusez-moi encore cet anglicisme, mais c'est un game changer, c'est très différenciant pour Stoic, et ça fait, croyez-moi, la différence quand il y a un incident. Peut-être pour rebondir là-dessus, je pense que c'était très clair ce que tu as présenté sur la gestion des sinistres chez Tokyo Marine. Moi, je m'arrêterai sur 2 points côté Stoic. Effectivement, la réponse à incident internalisé, avec une petite dizaine de personnes maintenant en mesure de répondre, je dirais, à l'international en anglais, bien qu'il soit basé en France et en Allemagne pour l'instant. Donc internalisé pour diminuer le temps de réponse à incident, et donc derrière les coûts afférents forcément. Et puis une équipe aussi de gestion de sinistres derrière pour faire face à ces événements-là. Pour vous donner un peu de visibilité sur 2023, j'ai pas le chiffre précis en tête, mais on a une cinquantaine de sinistres avérés qui ont été traités par l'équipe de réponse à incident. Je vous parle pas de toutes les levées de doute qui sont évidemment encouragées et bienvenues, puisqu'on veut prendre les sinistres le plus tôt possible, et donc on a une équipe qui quotidiennement a des appels pour justement investiguer et comprendre si on fait face à une cyberattaque ou pas, mais une cinquantaine de sinistres, je dirais avérés. Et puis Sorry, ouais. pardon. Non, excuse-moi, Non, non. excuse-moi. J'allais juste répondre à une question. On a une question dans le chat de Laetitia. Bonjour Laetitia. Laetitia nous demande, peut-on prévoir un montage à l'international, master plus police locale? Évidemment, on est en train d'y travailler. C'était le sujet de ce matin que j'avais avec les équipes en interne. On y travaille. C'est quelque chose que l'on fait déjà chez HCC, et on a essayé maintenant de
de donner cette capacité aussi à Stoic. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de discuter en interne et on reviendra très prochainement via Stoic avec de bonnes nouvelles. Donc l'idée, Xavier, pour donner un petit peu de visibilité sur ce sujet international de façon générale, pour vous donner à tous la façon dont on travaille. Aujourd'hui, on est capable d'assurer des entités, des souscripteurs en France, en Allemagne et à Monaco, côté Stoic, je dirais en tant que souscripteur et maison mère. On sait assurer et indemniser via le principe de la LPS toutes les filiales au sein de l'espace économique européen. On sait déployer des clauses d'intérêt financier, clauses FINC comme on les appelle, qui vont permettre d'indemniser la maison mère au titre du préjudice subi par les filiales pour les entités au-delà de l'espace économique européen. Et Xavier, ce que tu es en train de nous dire, c'est que on finalise là en ce moment même la possibilité de déployer des polices locales hors de l'espace économique européen par un texte Tokyo Marine HCC qui sera dans l'intention une police locale qui viendra en dessous d'une police master souscrite depuis l'un des pays dans lesquels on a la possibilité de le faire, qui sera sur base texte stoïque. Voilà. Tout à fait. On y travaille actuellement. L'idée est de mettre à disposition le réseau Tokyo Marine pour les assurés et les courtiers de Stoic. Et pour répondre à la question de Johnny, également pour les filiales aux USA et au Canada. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, sur le portefeuille de Tokyo Marine HCC international juste en cyber, on émet déjà des polices locales dans tous ces pays. C'est quelque chose qui est monnaie courante pour les grandes entreprises, que ce soit pour avoir des polices locales en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, au Moyen-Orient. C'est quelque chose qu'on fait. Donc maintenant, on essaie de trouver le bon process pour pouvoir doter Stoic de ces capacités. L'intention est claire. Maintenant, c'est la formalisation pour je dirais le process pour qu'il soit le plus efficace possible et le plus rapide pour nos courtiers. Exactement. Pour l'indemnisation, c'est Stoic qui se charge de l'indemnisation. Hein. On gère nos fonds et nos indemnisations. Comme je vous le disais, on a notre équipe de gestion de sinistres. Voilà. Question concernant la répartition, enfin le risque qui est géré par Stoic et les assureurs qui vont porter ce risque. HCC fait partie de nos porteurs de risque, mais on a une répartition en fonction de la taille des études et en fonction de la taille des assurés, avec un autre porteur de risque qui s'appelle Axeria, qui est un assureur français basé à Lyon et qui est réassuré fortement et sans que ce soit confidentiel par Swiss Re. Hein. On est dans un montage où les deux collaborent très étroitement et ont été d'ailleurs parmi les premiers à nous faire confiance avant même encore l'arrivée d'HCC. Et donc, plus l'entreprise est grande, plus Tokyo Marine HCC porte une part importante du risque, sans trahir de secret, puisque de toute façon, c'est affiché sur tous nos contrats. On a une répartition avec 80% de risques portés par Axeria sur les entreprises qui font moins de 50 millions, 80% portés et 20% par Tokyo, donc 80% portés par Tokyo Marine jusqu'à 250 millions et 20% par Axeria, et toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 250 millions qui sont portées intégralement par Tokyo Marine HCC. Voilà. Tout à fait. Et pour vous rassurer tous, si c'est une question, l'entente est très cordiale avec Axeria et Swiss Re. Stoic a eu la bonne idée de nous faire rencontrer, de nous faire échanger, et nous sommes tous convaincus de ce partenariat tripartite. Voilà. On est dans une volonté de continuité. On n'est pas un acteur qui a ni la volonté, on n'a pas la volonté de changer les porteurs de risque. L'idée, c'est d'avancer dans la durée avec ces porteurs-là, de construire des books importants, je dirais, et équilibrés. Et donc, voilà, on n'est pas un MJA qui a la volonté de jouer comme ça et de jongler avec les porteurs de risque. C'est pas du tout la philosophie. On veut de la stabilité. Ça va sans dire pour ceux qui nous connaissent, mais c'est toujours bien de le préciser. Tout à fait. Parfait. Écoutez, je vois que Laetitia a une question, mais sinon on va passer, si la question ne sort pas rapidement, on va passer à la dernière partie de notre échange qui va être de se concentrer
HCC apériteur à 100% de... Bon, voilà. Donc, si on a encore une question, pardon, vous pouvez nous rappeler si nous pouvons assurer des entreprises suisses. La réponse, c'est que la Suisse n'est pas dans l'espace économique européen. Du coup, il y a un enjeu de police locale dont parlait Xavier tout à l'heure, qui va, je dirais, se finaliser, se concrétiser dans les tout prochains. Est-ce qu'il faut dire jours, Xavier? Il faut dire semaines? Je dois avoir une discussion avec Jules et Alexandre, mais j'ai creusé le sujet en interne. Ça avance bien. Voilà. Donc Soyons prudents, disons semaine. Ok. Voilà. Pas de volonté de te mettre dans un corner devant 155. J'apprécie. Excuse-moi. Mais, non, t'inquiète. avançons comme ça. Ok, donc du coup, comment est-ce que nos visions sont alignées dans le quotidien des études? Comment la méthodologie historique de Tokyo Marine HCC finalement se reflète dans le quotidien des études de Stoic et pour chacun des souscripteurs et des courtiers qui sont amenés à travailler sur les dossiers. Peut-être ce qu'on peut faire, Xavier, ce que je te propose, c'est que tu peux présenter votre méthodologie et puis moi je peux rebondir derrière sur comment est-ce que concrètement ça fonctionne chez Stoic dans nos études. Tout à fait, très bien, ça me va bien. Donc en fait, ce sujet, c'était un des premiers sujets que nous avons discuté avec Stoic. Quand on a commencé à faire l'analyse, les audits, les interviews, comme je vous disais au début, c'est un des premiers sujets dont on a parlé. Et d'ailleurs, c'était pas nous qui étions en train d'interviewer Stoic, c'était également Stoic qui était en train de nous interviewer. C'était les deux. Et c'est très intéressant cet exercice parce que on développe ces méthodologies, c'est assez poussé. Alors là, on l'a vulgarisé, hein, mais ce sont des études assez techniques et c'est toujours intéressant de se challenger, de voir d'avoir un avis extérieur. Donc, rapidement, les 5 étapes c'est la méthodologie qu'on utilise, ces 5 étapes pour toutes les opportunités qui nous sont soumises. Tout d'abord, et c'est très important, tout d'abord, on veut comprendre l'activité de l'entreprise, le business model. Ça paraît peut-être naïf de faire ça, c'est quelque chose qui est très, très, très souvent sous-estimé. Si on ne comprend pas clairement les activités d'une entreprise, le business model, comment ça fonctionne, comment ils génèrent leur valeur ajoutée, pourquoi cette entreprise a du succès, qu'est-ce qui fait qu'elle est différente de ses concurrents. Si on ne comprend pas ça, plus tard dans l'analyse, on va passer à côté de quelque chose d'essentiel. Donc le premier élément, c'est de bien comprendre ce que fait l'entreprise. Tu veux rebondir, Ben, en donnant des exemples concrets ? Complètement. C'est d'ailleurs quelque chose qui surprend parfois les courtiers qui commencent à travailler avec nous, notamment pour les entreprises, typiquement les ETI, on va se concentrer là-dessus, donc plutôt le haut de notre portefeuille. Je parle pas là de PME et de TPE qui sont plus automatisés pour des raisons évidentes de temps passé, de souscripteurs, etc. En fait, beaucoup d'entre vous autour de cette table numérique et de cette visio nous ont déjà vu dans cet exercice d'appel d'évaluation du risque. Et pour ceux qui ne savent pas comment ça se déroule, ça se structure de la manière suivante. On met autour de la table le courtier, hein, bien sûr, qui est le cœur de la réunion et qui anime les différentes parties prenantes. On met côté client une personne en charge de la finance ou de la direction générale et une personne en charge de l'informatique et de la sécurité. Côté Stoic, on se présente avec un souscripteur, moi-même ou une personne de mon équipe, et un ingénieur en cybersécurité. Et toute la première partie de l'échange, le premier quart d'heure, les premières 20 minutes, se concentre sur la compréhension fine du métier. Évidemment, on a déjà des éléments financiers potentiellement dans le questionnaire qu'on a collecté en ligne. On fait un exercice de préparation en amont de ces échanges-là pour comprendre le métier. Mais il y a énormément de points et de réalités opérationnelles qui vont complètement faire changer notre compréhension du risque. Je m'explique sur des exemples très concrets qui nous ont fait prendre des décisions de souscription parfois différentes du marché de façon pleinement assumée. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a été compliqué ces derniers mois et ces dernières années, notamment lors du retour de marché et à des moments plus difficiles, comme il a pu être difficile de souscrire des transporteurs et des logisticiens. Donc certains ont arrêté complètement de souscrire et d'autres ont creusé à juste titre pour comprendre parfaitement les enjeux métiers et les enjeux techniques. On a eu un certain nombre d'échanges avec des transporteurs qui nous disaient « je n'arrive pas à m'assurer depuis 2 ou 3 ans et j'ai du mal concrètement à comprendre pourquoi ».
Et en fait, la réponse se trouvait dans le métier. On a rencontré des transporteurs qui étaient des sous-traitants de La Poste, par exemple, de Géodis, d'acteurs qui avaient besoin de transport et d'externalisation sur des lignes quotidiennes et régulières entre un point A et un point B. C'est-à-dire que on avait des missions qui étaient planifiées plusieurs semaines, plusieurs mois à l'avance, de façon récurrente entre deux sites, avec des chauffeurs qui étaient les mêmes tout au long pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et donc finalement une anticipation possible de la mission extrêmement forte et une simplicité dans la planification, dans la réalisation de la mission. Ce qui évidemment représente d'un point de vue du métier, et je m'arrête uniquement là-dessus, un risque bien moins important qu'une société de transport de type messagerie qui va recevoir ses demandes de livraison et ses ordres de mission dans les 24, 48, 72 heures avant la réalisation de la mission, avec des missions qui vont être spécifiques et ponctuelles. Ça n'a rien à voir d'un point de vue du métier. Pour autant, sur le papier, vous pouvez avoir deux boîtes qui font toutes les deux 150 millions de chiffres d'affaires, qui vont avoir des informations financières qui vont être extrêmement proches, des marges brutes semblables, et peut-être même parfois des outils métiers qui sont comparables. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ça nous permet de façon assez régulière, il est difficile de donner un pourcentage, mais probablement au moins dans un quart ou un tiers des cas, d'avoir une compréhension du risque métier qui va au-delà, je dirais, des préjugés et de la compréhension métier standard dans une grille de compréhension du risque, pour aller, dans certains cas, vers une proposition qui va être plus intéressante que le marché, dans le cas que je vous présentais tout à l'heure, parce que finalement on a une exposition qui va être moins importante, et dans d'autres cas, peut-être plus proche de la réalité du risque, et donc avec plus de prudence. Les deux sont possibles. Donc ça, c'est un exemple concret de l'importance de la compréhension de l'activité, et ça surprend parfois certains d'entre vous qui ont l'habitude de remplir des informations financières et des éléments techniques, et qui derrière ont des échanges uniquement informatiques ou cybersécurité avec leurs assureurs. On assume, je dirais, et voilà comment on explique cette volonté de creuser l'activité et de la comprendre. Très bien, merci Ben, c'était très très clair. Une fois que ces choses faites, on passe à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, avant de rentrer dans des discussions techniques sur les étapes 3, 4 et 5 qu'on va voir ensuite, il est important pour nous de se projeter dans ce qui pourrait se passer et les conséquences d'une potentielle attaque cyber. En business, alors je connais l'adage en anglais, je vais essayer de le traduire en français. On dit souvent qu'il faut se projeter dans le meilleur, mais se préparer au pire. C'est exactement ça. On sait que quelque chose va se passer, et ce qu'on est en train de faire à l'étape numéro 2, c'est on essaye de se projeter sur qu'est-ce qui pourrait se passer, quelles pourraient être les conséquences d'une attaque cyber sur deux volets principaux qu'on traite et qu'on analyse en parallèle, sur la perte de données et l'interruption des activités, l'arrêt des activités. Et donc là, on se projette avec les informations qu'on a. Et on est obligé de faire cette étape 2, pour pouvoir bien faire cette étape 2, on est obligé d'avoir une compréhension très claire et précise des activités d'entreprise. C'est là où on fait tourner tous nos modèles. Voilà. Vas-y Ben. Non, mais tout à fait, pas grand-chose de plus à ajouter, si ce n'est que c'est quelque chose qui est très concret et qui ressort dans les études des ETI quand vous travaillez avec Stoic, puisque pour ceux qui ne le savent pas, quand on arrive à la fin d'une étude cyber et qu'on en est à l'étape de remise des offres, vous avez on dit un deck de slide, un support visuel de type PowerPoint qui est préparé par les équipes de Stoic et qui va venir projeter les scénarios de risque concrets et les quantifier de façon à vous donner des éléments techniques et financiers qui viennent expliquer notre analyse du risque à la fois sur le sujet de l'arrêt de l'activité et à la fois sur le sujet de la fuite de données, de façon à vous donner des éléments quantifiables, quantifiés, qui vont justifier derrière le choix d'une limite de garantie et d'un transfert à l'assurance. Ça vient donner du sens finalement à une limite de garantie qui va être souscrite par l'assuré. Important de faire un petit laïus très court là-dessus, puisque chez Stoic, et chez HCC, on a la volonté de
comprendre avant de proposer. Et donc, ça veut dire aussi que dans cette phase de quantification, des fois, on va évaluer que on va avoir des limites de garantie qui ont été souscrites qui sont très importantes. Aujourd'hui, comme vous le savez, chez Stoic, on peut déployer jusqu'à 5 millions de garanties, donc on a la possibilité de le faire. Parfois, on trouve que des capacités énormes ont pu être souscrites en soft market à l'époque à des prix défiant toute concurrence. On va faire face, on va faire des offres en face de ça, mais on va souvent essayer de vous expliquer aussi pourquoi est-ce qu'on pense que potentiellement, en achetant 3 millions au lieu de 5, finalement, on va couvrir le risque de façon très satisfaisante, parce que le sinistre moyen probable, d'après nous, il est plutôt autour de 1 ou 2 millions. Simplement, voilà, on essaye de mettre cette quantification au cœur de la restitution, et c'est complètement le reflet de ces scénarios de risque spécifiques à l'activité de cette quantification. Et si je peux ajouter un truc, Ben, généralement, les résultats de l'étape 2 sont un support pour des discussions. Les résultats de l'étape 2, c'est basé sur notre compréhension, c'est basé sur nos modèles, sur notre approche du risque, mais il n'y a rien de mieux que de confronter ensuite ces résultats avec vous, les courtiers, et également avec les clients. Ben, si on a 2 minutes, peut-être qu'il faudrait faire une toute petite parenthèse, parce qu'on avait une question dans le chat qu'on a loupée. Alexis nous demande s'il est-il possible de souscrire pour des clients européens hors France et Allemagne. Dont la maison mère est hors France, Allemagne et Monaco, puisque maintenant on a ouvert à Monaco, on peut pas souscrire de société mère. En revanche, on peut tout à fait couvrir des succursales ou des filiales dans des pays en dehors de ces trois pôles-là. Si et jamais après, pardon. Je t'en prie. Non, j'allais juste te dire que la volonté de Stoic est de se développer en Europe, donc ça ne saurait tarder. Sans rentrer trop dans le détail, sans trahir de secrets stratégiques ou quoi que ce soit, on a 2 directions géographiques dans lesquelles on va s'ouvrir et on va grandir très prochainement. C'est plutôt l'Est, dans un premier temps, de l'Europe, et on sera plus précis dans les prochaines semaines, et probablement 2025, plutôt au sud de la France. Pareil, on vous donnera plus de précisions plus tard, mais sachez que 2024 verra... je dirais sera l'occasion pour Stoic de grandir encore géographiquement. 2025 également, et 2026 on a déjà un plan, mais voilà, un peu à l'est de l'Europe, au sud, et puis après on verra les choses en plus grand, mais si on n'est pas en mesure de souscrire pour l'instant, ce sera le cas dans les prochains mois. Et une autre question par rapport à ce que tu venais de dire sur l'étape 2. Quelles sont les capacités maximales? C'est une question de Laetitia. Et c'est ce que tu viens de dire, Ben, c'est 5 millions d'euros pour le moment. Exactement. Une autre question voilà. d'Isidore. Globalement, dans les sinistres réglés, avez-vous une répartition proche de 15% pour les dommages et 85% pour la perte d'exploitation? Moi, je peux vous partager quelque chose, mais peut-être Xavier, tu as une vision plus large de la situation. Alors, je parle pas que des cas français, hein, je parle international. C'est vraiment très difficile de répondre à cette question parce que c'est au cas par cas. Déjà, il y a quelque chose qui est très important dans les coûts, c'est les coûts, et ça représente, c'est ce qu'on appelle le claims inflation, donc l'inflation des coûts de sinistre. C'est un poste très important. C'est les coûts liés au Cyber Incident Response, donc aux experts, aux différents experts que l'assureur va mettre va déployer pour pouvoir vous aider. Donc du IT forensic, des avocats, de la communication, des choses comme ça. Très souvent sous-estimé, ces coûts augmentent année après année et ça peut représenter dans certains cas jusqu'à 20-25% du coût global du sinistre quand on fait face à un sinistre sophistiqué. Ces coûts, ils augmentent parce que la sophistication des attaques, justement, explose. Donc, ça prend plus de temps, plus d'experts pour résoudre ces incidents-là. Après, la répartition entre les coûts qu'on appelle de première partie ou de third party, donc la liability ou le dommage, ça dépend vraiment au cas par cas du business model de l'entreprise.
Pas grand-chose de plus à préciser, je pense que c'est très clair comme ça. J'attends que Isidore est en train de taper un message. Peut-être qu'il y a une question complémentaire. Ah, quels sont les délais moyens pour clore une attaque? Alors, je peux répondre encore une fois. Le scope, c'est international, plutôt grand compte. L'écosystème de la cyberassurance, client, courtier, assureur, réassureur, je pense qu'on a été surpris sur les 3-5 dernières années par le niveau de sophistication des attaquants, et on a été surpris par ce qu'on appelle la tail. Combien de temps ça met en moyenne pour résoudre. On pensait que si c'était une attaque qui visait uniquement l'activité de l'arrêt des activités, ça serait très rapide, ça serait très court pour clore une attaque. Ce n'est pas le cas, parce qu'on est sur des calculs assez poussés, assez complexes. Il faut comprendre encore une fois l'activité de l'entreprise. Il y a un effet de saisonnalité aussi qui a à prendre en compte. Pour les grands comptes, en tout cas, que ce soit en France, en Europe ou ailleurs, ça peut ça peut aller jusqu'à 2-3 ans. Quand on a des actions collectives, des recours collectifs dans certains pays, ça peut être encore plus. Ça peut aller jusqu'à 4-5 ans. Ça dépend vraiment au cas par cas et du type d'attaquant et du modus operandi qui est utilisé par l'attaquant. Je me permets ce que tu dis et la longueur que tu expliques est très vrai pour les enjeux de responsabilité civile notamment et les fameuses réclamations potentiellement qui peuvent survenir pendant de nombreuses années après. Sur le sujet plus first party, dommage comme on appelle, et l'indisponibilité totale ou quasiment totale du système d'information et les systèmes d'information critiques, les échelles de temps que l'on voit, c'est de quelques jours à quelques semaines en fonction de la capacité de reconstruction, des sauvegardes disponibles et de l'ampleur de l'attaque. Mais un sinistre qui génère de la perte d'exploitation, encore une fois, totale ou partielle, le temps d'investiguer, de reconstruire le système, de vérifier que tout est en place et qu'on n'a pas, je dirais toujours, d'attaquants dans le périmètre et que les sauvegardes sont propres, ça peut mettre plusieurs jours à plusieurs semaines. Sur des entreprises comme on les étudie aujourd'hui, le sinistre moyen probable, j'insiste sur le moyen, pas maximum, le sinistre moyen probable, il va aller de quelques jours, moins d'une semaine, à 15 jours, potentiellement plus, 3 semaines, en fonction de la complexité du système d'information, en fonction de la capacité de reconstruction, en fonction des technologies utilisées. Voilà, donc grosso modo, quand en tout cas vous recevez une étude stoïque, on fait forcément de la quantification, c'est ce que je vous expliquais à l'instant, cette quantification, elle prend en compte la durée du sinistre moyen probable qui va être dans ces ordres d'idées-là, et ce qui est la première étape du sinistre, qui va pouvoir s'étendre à plusieurs années, comme le disait Xavier, sur des enjeux de réclamation notamment et d'indemnisation. Je suis conscient du temps. Est-ce qu'on referme pas juste cette parenthèse pour le moment pour aller à l'étape 3, 4 et 5? Allons-y, sinon on aura terminé. Donc, étape 1, on comprend le business model de l'entreprise. Étape 2, on fait parler nos modèles pour comprendre les potentielles conséquences des attaques. Et enfin, l'étape que vous attendez tous, on rentre dans l'analyse technique. Donc là, c'est le geek qui est en moi qui est tout content. On va plonger en détail dans les sujets techniques. On va regarder ce qu'on appelle chez HEC le Golden Triangle, donc le triangle doré. Excusez-moi pour l'anglicisme, mais ça sera PPT, People, Process, Technology. Donc les gens, la gouvernance, les process qui sont mis en place par l'entreprise et également les technologies qui sont utilisées par l'entreprise. Erreur qui a été faite pendant des années et des années, on a pensé que comme on parlait de cyber, comme on parlait de risques digitaux, la solution devait être technologique. C'est un élément important, mais si l'entreprise, si vos clients, chers courtiers, n'ont pas également investi et mis en place des éléments essentiels au niveau de la gouvernance, des employés, mais également des process, ça ne marchera pas.
La seule réponse technologique n'est pas suffisante aujourd'hui par rapport à la menace cyber. Donc, on va regarder la gouvernance, comment c'est piloté, est-ce que c'est pertinent, est-ce que les gens, le staff, les employés sont au courant de ce risque-là, sont entraînés, sont éduqués. On va regarder au niveau des process. Toutes les méthodologies qui sont appliquées au niveau des entreprises pour détruire des informations, faire des changements, patcher des systèmes. Et on va regarder aussi d'un point de vue technologique quels sont, par exemple, si on parle de chiffrement, quel type de chiffrement, si on parle de backup, quel type de backup, quelle stratégie de backup. Voilà, de sauvegarde, pardon. Ben, quelques points que tu voulais ajouter? Non, aligné. Là, pour le coup, on est vraiment dans le cœur de la partie cyber du questionnaire stoïque. Ces trois angles, je dirais, se retrouvent dans les différentes parties. C'est mixé en fonction des thématiques. On va vous poser des questions sur le sujet de formation et de sensibilisation des équipes, sur la responsabilité du système d'information en interne, en externe, pour la partie people. Pour la partie process, on va demander comment sont gérées les vulnérabilités, à quelle fréquence, comment on va demander est-ce qu'il y a un process qui est établi pour la reprise et la continuité d'activité. On va se renseigner sur les process relatifs aux sauvegardes, qui est un point clé évidemment de sécurité. Donc pour toute la partie process et pour toute la partie technologie, on va s'intéresser, je dirais, à deux grandes choses dans notre questionnaire. À la fois la partie informatique et technologie qui touche au métier, et là on parle d'actifs critiques dans notre questionnaire et dans nos échanges avec les ETI, et puis tout l'outillage technique, technologique autour de la sécurité. Les acronymes sont nombreux, EDR, qui sont des antivirus de nouvelle génération, SIEM, qui sont des outils dans lesquels on va centraliser les différentes remontées d'informations pour pouvoir les lire plus facilement. Je vous passe les détails, l'idée n'est pas de rentrer dans la technique, mais voilà. Finalement, cette partie 3 et la 4 dont va parler Xavier, c'est vraiment le cœur de notre partie cyber. Je dirais peut-être, Xavier, que c'est sur ces étapes 3 et 4 qu'on est le plus en ligne avec ce que fait le marché dans la nature de l'information qui est collectée. Peut-être qu'on la lit différemment, mais on va retrouver dans nos questionnaires et ceux de nos confrères des informations qui sont collectées très, très similaires, très semblables. Ce qu'il faut dire pour les étapes 3 et 4, c'est que le niveau d'information qu'on demande, ces informations, elles sont importantes. Et je pense que la responsabilité des courtiers, c'est d'expliquer justement aux clients pourquoi l'assureur demande ces informations et qu'est-ce qu'on fait avec cette information. Plus on a d'informations, plus on peut être précis parce qu'on a une meilleure compréhension du risque. Étape numéro 4. On sait qu'il y a de fortes chances que quelque chose arrive. On sait que ça va arriver. Ce qu'on va faire dans cette étape numéro 4, c'est qu'on va analyser et essayer de comprendre le niveau de résilience de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est la résilience? En physique, la résilience, c'est la capacité d'un élément à absorber un choc et à revenir à la normale. C'est exactement ce qu'on va essayer de comprendre en posant quelques questions clés pour comprendre comment une entreprise va pouvoir absorber va faire face à un incident cyber et comment on va pouvoir rebondir pour revenir le plus vite possible à un fonctionnement normal. Je te laisse, Ben, expliquer les différents éléments clés qu'on prend en compte quand on regarde cette étape 4. Dans notre compréhension du risque côté stoïque, je note quelques points. On essaie vraiment de comprendre d'un point de vue métier la capacité à travailler en mode dégradé. D'un point de vue opérationnel, est-ce que l'activité quotidienne peut être réalisée sans système d'information ou un système d'information qui est partiellement indisponible? Donc là, vraiment dans l'opérationnel, dans la mission à réaliser. Est-ce que une usine qui est automatisée est capable de recruter des intérimaires et de faire des actions manuelles qui permettront de limiter la casse, je dirais, au travers de frais supplémentaires ou pas? Est-ce que l'utilisation d'un papier et d'un crayon pour certaines missions autres d'une autre entreprise vont permettre de limiter la casse, ou est-ce que absolument pas? On va s'intéresser aux capacités de reprise, dont tu as parlé, Xavier, bien sûr, formalisées. Et finalement, cet ensemble d'informations, elle va arriver à une variable et une information qui est absolument clé dans la compréhension du risque de stoïque. C'est ce qu'on appelle le degré de dépendance à l'IT. Et c'est quelque chose dont on va beaucoup parler à la fois avec nos courtiers dans la compréhension de notre risque et à la fois dans nos clients quand on est invité à restituer notre analyse auprès des clients finaux, main dans la main avec nos courtiers. Pourquoi? Parce que c'est un élément qui est la conclusion finalement de tout ce qu'on s'est dit avant. Par rapport à l'activité,
par rapport à la technologie en place, à la sécurité, par rapport à la capacité de résilience et par rapport au scénario qu'on a envisagé, on estime chez Stoic que, en moyenne, l'activité va être à 80% dépendante à l'IT. Je m'explique, le chiffre d'affaires réalisé chaque jour, la marge brute réalisée chaque jour, va à 80% dépendre de la disponibilité du système d'information. Et donc, c'est un élément qui est clé parce que ça va être la conclusion de toute notre analyse et ça va nous permettre de quantifier le plus précisément possible et de nous positionner derrière à la mesure, je dirais, de notre compréhension de ce risque et dont la dépendance à l'informatique est le reflet. Je pense que c'est la meilleure façon de présenter ce point-là. Tout à fait, très bien, c'est très clair, Ben. Donc, on arrive à l'étape numéro 5. L'étape numéro 5, c'est échanger, discuter, comprendre. Généralement, on aime bien avoir cette discussion en direct avec nos assurés. S'ils ont déjà été victimes d'un incident cyber, on veut comprendre comment ça a été découvert, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour éviter qu'un incident de même type se produise de nouveau. Et c'est pas parce que quelqu'un a eu un incident cyber par le passé qu'on va décliner le risque. Justement, on est intéressé pour comprendre les changements que cet incident a amené, chez l'assuré. Pas beaucoup plus à dire que parfaitement aligné. Ce qui nous importe, c'est pas ce qui s'est passé même il y a 6 mois. S'il y a eu des investissements colossaux, des chantiers de monnaie et une prise de conscience, on va pas sanctionner l'entreprise d'avoir subi un sinistre d'un point de vue de la prime. C'est pas du tout la philosophie. On est dans l'accompagnement. Bien souvent, c'est la meilleure des sensibilisations. C'est dommage de devoir en arriver là, bien sûr, mais pour autant, on tend la main à ces entreprises-là dès que c'est possible. Je pense même que c'est un point positif dans l'analyse. On préfère quand quelqu'un a eu un sinistre parce qu'on sait que le sujet a été clairement identifié et a été discuté en interne chez nos assurés. Dernier petit point, et on fait vite pour pouvoir tous vous libérer après. Dernier petit point, en plus, ça c'est la méthodologie qui est utilisée pour tous les risques. Chez Stoic, chez HCC, vous voyez, on a beaucoup de similarités sur cette approche. Dernier point, c'est il y a parfois des questions spécifiques qui vont être liées à certains secteurs industriels. On peut utiliser la même méthodologie pour un transporteur aérien ou un centre commercial ou une banque, mais chaque secteur industriel a ses spécificités et on est obligé de capturer aussi ces informations. Donc, on va avoir des questions complémentaires en fonction du secteur d'activité. Complètement, ça se représente dans le questionnaire stoïque. Quand vous complétez l'activité en début de questionnaire, vous avez des questions spécifiques qui apparaissent pour aller creuser les sujets centraux qui peuvent être liés à de la saisonnalité, à de la gestion de stock, à de la récurrence des commandes. Je vais absolument pas pouvoir, en étant en retard maintenant, tous vous les citer, mais on se concentre sur cette exposition spécifique. Nous arrivons au bout des slides et du temps. On a quelques questions. Est-ce qu'on prend 2 minutes pour essayer d'y répondre, Xavier ou... Bien sûr. Allons-y. Parfait. Je prends les questions dans l'ordre où je les vois. Pour celles qu'on n'a pas répondu, je ne sais pas si c'est dans l'ordre. Antoine Petit qui nous demande si on intègre aux échanges le DPO de l'entreprise. Je dirais que dans le questionnaire, nous avons des questions relatives aux données, à leur nature, à leur gestion, à leur volume, à plein de choses relatives à ces données-là, dont, je dirais, les réponses vont provenir du DPO. Donc, libre à l'entreprise, et bien souvent, c'est notre conseil de mobiliser le DPO, c'est ce qui est fait dans l'immense majorité des cas. Maintenant, le DPO est parfois autour de la table des discussions, concrètement en visio, en appel, quand on creuse le risque. Parfois non, il n'y a pas de règle, libre à chaque entreprise de trouver les bons interlocuteurs internes pour répondre aux questions des assureurs, je dirais. Question de Arnaud, élargissement géographique prévu à moyen terme, si j'ai bien compris. Effectivement, c'est bien compris. Élargissement envisagé aussi sur des secteurs non adressés actuellement comme le healthcare. Aujourd'hui, le sujet précis du healthcare est un point qui ne nous est pas permis par nos porteurs de risque et notamment nos réassureurs qui l'interdisent je dirais vastement. On n'a pas pour projet court terme de souscrire du healthcare.
Pour rappel, dans les appétits de Stoïque aujourd'hui, puisque c'est le point qui est donné, vous pouvez souscrire du médico-social et toutes les activités relatives. En aucun cas de la santé, du centre hospitalier ou de la clinique, privée ou publique. Il n'y a pas de volonté de changement à court terme de notre côté. Et c'est ma faute. C'est ma faute. C'est pas la faute de Stoïque. Et Arnaud, on se connaît bien et on en a parlé longuement avant. Pour le moment, il n'y a pas de changement également du côté de Tokyo Marine HCC pour le healthcare. Élargissement à d'autres porteurs que Tokyo Marine et Axeria à terme. Il n'y a pas de volonté de se séparer ni de l'un ni de l'autre, loin de là, mais de construire avec, comme je le disais tout à l'heure, je le répète, mais c'est important. Est-ce qu'il y aura besoin de trouver d'autres capacités un jour ailleurs? Est-ce que Tokyo Marine et Axeria vont nous donner plus de capacités quand on en aura besoin à l'avenir? Il est trop tôt pour le dire, je n'ai pas du tout la réponse. On n'est pas dans une stratégie en tout cas de diversification et de multiplication des acteurs. On se concentre avec nos partenaires pour avancer et on verra de quoi l'avenir sera fait. Est-ce que tu as une réponse plus précise que ça, Xavier, toi? Non, c'est très bien. De toute façon, c'est à Stoïque de décider, mais écoutez, pour le moment, ça se passe très bien et ça, c'est une décision stratégique de Stoïque. Voilà, mais pour le moment, on est là pour les accompagner et on n'a pas de limitation géographique. Donc, on est là pour durer. J'espère. Exactement. C'est ce qu'on espère tous. Et dernière question, peut-on souscrire à Mayotte alors précisément dans la territorialité à Mayotte, j'ai un doute. Je sais qu'on arrive à intervenir dans les dom-toms. Le cas précis de Mayotte, j'ai un doute. On reprécisera ça. Écrivez-moi. Dominique, et je vous répondrai en me plongeant précisément. Je crois pas qu'on ait pour l'instant un assuré à Mayotte, mais pourquoi pas si c'est possible dans notre wording. Et pouvez-vous nous envoyer un organigramme? Alors un organigramme de quoi? Je suis pas sûr de bien comprendre. Est-ce que c'est des personnes chez Stoïque? J'ai pas précisé, on est 65 personnes chez Stoïque aujourd'hui, en France, en Allemagne. Si vous voulez, je suis pas sûr qu'on ait un organigramme à jour de nos visages, mais voilà, n'hésitez pas à préciser la question et de nos noms, mais voilà, en tout cas, on est à disposition en tout cas pour se présenter plus en détail au travers des responsables de région qui s'appellent les broker managers chez nous. On en a un dans chaque zone, ce sont les contacts privilégiés des courtiers. N'hésitez pas à rentrer en contact avec eux si vous n'avez pas leurs coordonnées. On se fera le relais de vous donner les adresses, les mails et les téléphones de chaque responsable de région si vous prenez contact avec Stoïque de façon à entamer la relation si ce n'est pas déjà le cas. Xavier, je crois qu'on arrive au bout de la réunion. Très bien. Tout le monde est en train de quitter doucement la visio. Merci à tous pour vos questions qui ont rendu Merci à vous tous. On espère que ça vous a plu et on vous dit à bientôt pour nos prochaines études communes. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Benjamin et Stoïque pour l'invitation. Merci à tous pour votre participation. C'était très intéressant et j'étais ravi de parler et échanger avec vous tous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.